Bonjour, bonjour. Bonjour, Ça va, Ikram? ça va et toi? Ouais. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, peut-être. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir et l'honneur d'accueillir pour ce talk Fanny Lafargue, qui va nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur personnellement et professionnellement, qui est le racisme dans le soin. Et voilà, qui va nous proposer des leviers, des éléments de compréhension et d'action autour des concepts d'antiracisme. Fanny, je te laisse la parole et je te remercie à nouveau pour ton intervention. Merci Charlotte aussi de m'avoir proposé. Juste en deux mots pour vous expliquer un peu comment on avait choisi le thème. Quand Charlotte m'a dit bah, tu veux venir parler, elle m'a dit tu choisis un thème que tu aimes bien, je vais proposer ça et autre chose. Et Charlotte, elle a choisi ça. Voilà. Je peux me présenter pour éventuellement celles qui ne me connaissent pas. Je suis Fanny Lafargue, je suis donc orthophoniste et je travaille, et je suis aussi formatrice en formation initiale et continue. Et, euh, et du coup, voilà, ce thème-là m'intéresse. Bon, je vous expliquerai après aussi, pendant la présentation, un petit peu comment je m'y suis intéressée et ce que j'ai appris. Alors, on est d'accord que, comme l'a dit Charlotte, c'est vraiment, comme le titre le disait, des notions de base. Peut-être que vous apprendrez pas grand-chose, grand-chose. Ce qui est important, c'est que bon, voilà, ça sera en replay et vous pourrez aussi donner le lien aux personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Et puis vous allez voir aussi le diaporama étant ce qu'on appelle en Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez aussi, avec modification, juste en mettant mon nom. Et après, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Alors dessus, il y aura des extraits de podcast. C'est la seule chose que vous ne pourrez pas avoir. Du coup, ce sera un PowerPoint sans les extraits de podcast. Voilà, voilà. Allez, la revue. Ça sera mieux de faire ça. On va reprendre au départ sur la bonne page. Ça sera mieux. Donc, vous allez voir, je vais avoir mon regard qui va se tourner un petit peu vers la droite pour avoir mes petites notes. Attends, du coup, Fanny, là, on a tout, là, je crois. Là, vous avez pas le. Vous avez. Attends, c'est parce qu'elle n'est pas bien décalée. Là, vous avez juste le. Là, c'est bon, ouais. Là, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'en fait, Ouais. la fenêtre, elle était encore sur. Voilà. La licence Creative Commons. Donc, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. J'ai fait relire la diaporama par Camille Martial, qui n'est pas avec nous là aujourd'hui, voilà, que je remercie. Je pense qu'elle regardera en replay. On va s'intéresser à ces notions de base pour comprendre l'antiracisme. Je vais garder ça un petit œil sur les heures. Alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir l'origine et voir comment est né le racisme, comment il s'exprime en médecine en général. On verra les répercussions du racisme au quotidien. Et puis, je vous ferai quelques petites recommandations générales et en orthophonie que j'ai pu tirer à droite à gauche. Et le plus important, ça va être aussi la page sur les lectures, les podcasts et les sites. Moi, je vous disais, je vous expliquerai un peu comment c'est arrivé. Moi, c'est grâce à ça, grâce au podcast, grâce aux quelques livres que j'ai lus et à des comptes Instagram que je me suis intéressée à toute cette problématique et où j'ai trouvé les concepts intéressants de l'antiracisme. Il faut que je les remercie, que je remercie tous ces comptes-là et que vous puissiez aussi les consulter si vous ne les connaissez pas. Donc, vous aurez à la fin un flash code pour aller sur un Wake
complète avec toutes ces ressources-là. Et peut-être que si vous en avez d'autres, moi je les remettrai avec plaisir. Et j'en mettrai certainement que j'ai oublié et que je remettrai au fur et à mesure que je rencontre des choses intéressantes. Donc, on va d'abord s'intéresser à la définition et à l'origine, enfin, à une définition, je l'ai mis au pluriel, mais on va parler d'une définition qui est une définition plutôt officielle, qui donc décrit le racisme comme une doctrine fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains selon la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Et par extension, c'est une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie de personnes déterminée selon son origine. Donc ça, c'est une définition proposée par, vous voyez, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc c'est une définition proposée par une émanation du gouvernement. Je vous ai mis en gras ce qui me paraissait important dans cette définition, c'est vraiment le racisme. Il faut se rappeler que ça présuppose une hiérarchie entre des groupes. Il y a vraiment cette notion qui est importante de hiérarchie. Je vous ai mis aussi donc, le prétendu en gras. On en reparlera de ce prétendu race et de ce que ça veut dire en France par rapport à ça. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi cette notion de systématique qui apparaît dans la définition, même si on peut regretter qu'elle ne soit pas, cette notion systématique ne fait pas partie en fait de la première partie de la définition. Mais elle existe quand même sur la définition complète. Donc en fait, le racisme, il est né surtout au moment de l'esclavage et il s'est perpétué ensuite dans la colonisation. Vous allez entendre donc Aimé Césaire en parler sur une ou deux minutes. C'est un podcast, là c'est issu d'un podcast qui s'appelle Penser la race sur France Culture. Et donc, cet extrait d'Aimé Césaire est vraiment super et explique un peu ce qui s'est passé pour expliquer, pour justifier la racialisation et le racisme. Et on en reparlera après. Ah, évidemment, ça ne marche pas. C'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Vous entendez ou vous n'entendez pas? Non, hein, vous n'entendez pas non plus. Alors, on va... Désolée, je le sais tout à l'heure. J'ai bien partagé l'audio, pourtant. On va recommencer. Je vais repartager mon écran. Et je vais vérifier que j'ai bien mis partager l'audio. Et je ne l'entends pas non plus en plus, donc c'est très bizarre. Ouais, Fanny, je crois que ça vient de Canva en fait. Quand on Ouais. partage, il me semble que les vidéos et les audios passent pas. Ah, c'est ça. Bon, alors c'est pas grave, on va le faire autrement. Il y a toujours une solution. Donc, puisque je l'ai fait, je l'ai mis ailleurs. Il est ailleurs. Attention. Tac. Aimer César. Je vais vous partager celui-là. Les seuls textes qui étaient intéressants, c'était Là, vous entendez? Parfait. les seuls textes qui étaient intéressants, c'était celles qui pouvaient fournir des choses que la métropole ne fournissait pas, et en particulier le sucre. Et le sucre a été pendant tout le XVIIIe siècle le seul produit qui ait permis à la France d'avoir une balance commerciale excédentaire. On a commencé par introduire à la Martinique, par exemple, et en Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue. En ce temps-là, la main-d'œuvre européenne, c'était les braves paysans de l'ouest de la France en général, qui s'engageaient pour 3 ans et ils n'ont pas tenu le coup. À ce moment-là, les Européens, ils sont abouchés avec des roitelets de l'intérieur. On leur donnait des marchandises et ils payaient en esclaves. Mais il fallait bien légitimer cela. D'un pas conséquent, il fallait bien montrer que le nègre n'était pas un homme ou était un être inférieur. Il fallait prouver que le nègre fut une bête pour pouvoir le traiter en bête. Voilà. Donc, je vous disais, Aimé Césaire, il dit tout dans cet extrait. Il explique, donc quand il parle de l'intérieur, il parle de l'intérieur de l'Afrique.
Et donc, effectivement, pour pouvoir faire travailler, les personnes, qui venaient, d'Afrique, et de pouvoir, justifier qu'on les faisait travailler pour rien du tout, eh bien, il fallait les présenter comme étant inférieurs, aux Européens et donc, aux personnes blanches. Hop, on va refaire tous nos petits trucs. Voilà. Est-ce que vous êtes de nouveau sur le diaporama? Ça marche. Voilà. Et donc, voilà, pour pouvoir justifier de faire travailler des personnes pour rien du tout, on va justifier que ce sont des personnes qui sont inférieures. Alors ça va perdurer, du coup pendant plusieurs, siècles. Ça a même été aussi perpétué, hein, par les Lumières en France. Et donc, on va garder cette idée que les personnes noires ne sont pas des humains comme les autres, qu'elles sont jugées comme inférieures pour faire taire, les problèmes de conscience, qui faisaient travailler, des personnes pour rien du tout. On était vraiment là-dedans. Sans l'esclavage, aujourd'hui, eh bien, les commerces, en fait, qui ont été faits au cours de ce siècle-là, n'auraient pas été rentables. Et ce qui va nous intéresser, nous aussi, en tant que professionnels de santé, c'est que, eh bien, en fait, on a, utilisé, la médecine aussi pour justifier ce racisme. Alors, j'ai longtemps cherché une image pour vous représenter quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il est très connu en orthophonie. On va parler de Paul Broca. Et au vu, de ses propos, j'ai décidé de ne pas montrer sa tête, mais de vous montrer l'hôpital Broca, à la fin, du 19e siècle, qui tient donc son nom de ce monsieur, Paul Broca. Et Paul Broca a fait, des études comparatives, de la taille des cerveaux et de la forme de boîte crânienne et il voulait démontrer la supériorité des personnes blanches, sur, tous les autres peuples qui présentaient un taux de mélanine plus élevé dans leur épiderme. Alors, ce sont des mesures et une thèse, hein, qui ont été réfutées plus d'un siècle plus tard, c'est-à-dire au cours du siècle dernier. Donc, c'est finalement, ça a mis du temps à être réfuté. Mais donc, pendant tout le 19e, fin du 19e et début du 20e siècle, la médecine était utilisée pour justifier le fait que les personnes blanches étaient plus intelligentes et que c'était dans leur ADN, dans leur gènes et dans leur manière d'être. Alors, tout ça, c'est pour expliquer rapidement, comment le racisme est né. Donc ça s'est perpétué donc au départ, vis-à-vis de l'Afrique, subsaharienne et ensuite pour justifier la colonisation, en Afrique, du Nord, mais aussi en Asie. Eh bien, on a repris, les mêmes, à peu près les mêmes présupposés, pour justifier que ces personnes étaient inférieures. Aujourd'hui, le racisme, il est systémique parce qu'il va en fait, se retrouver dans plusieurs sphères, de la société. Et donc on va surtout parler, par exemple, du racisme, dans le travail, du racisme au niveau de logement et puis bien sûr aussi, face aux personnes, enfin aux forces de l'ordre et aux policiers. Donc par exemple, quelques chiffres, au niveau, des salaires. Ce sont des chiffres, hein, du Défenseur des droits sur un rapport, qui date de 2020. Ce sont vraiment des chiffres officiels, hein, c'est pas des chiffres, de personnes militantes. C'est voilà, des chiffres du Défenseur des droits qui montrent que, les personnes, donc qui sont originaires d'Afrique, ont un salaire inférieur de 7 par rapport, aux personnes blanches, de France, avec, les mêmes qualifications. Et ça peut aller, cette infériorité à 23 pour les personnes originaires des DROM-COM et donc moi je trouvais ça aussi intéressant, de parler de parler aussi des personnes des DROM-COM pour bien montrer que c'est pas seulement un problème de migration, mais bien un problème de racisme puisque les personnes, des DROM-COM, elles sont, françaises. Sur le logement, on peut citer ce chiffre-là, hein, il y en a d'autres. Et bien, en fait, il faut savoir que, le surpeuplement, eh bien, concerne en fait donc le surpeuplement dans les logements, c'est-à-dire que les personnes sont trop nombreuses dans les logements, ça concerne 45 des personnes noires, alors que ça concerne simplement 17 pour la population générale. Enfin, les chiffres sont plus complexes à trouver, mais le défenseur des droits, insiste, sur le fait que, les, contrôles à l'égard des jeunes hommes de 24 ans qui sont, noirs ou arabes eh bien, sont beaucoup plus fréquents, que face à des personnes des hommes blancs de même âge. Et dans ce rapport, le défenseur des droits, parle bien de discrimination, systémique et systématique envers, les personnes, non blanches.
On va parler après, hein, spécifiquement du racisme aussi en médecine qui nous concerne un peu plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le défenseur des droits propose aussi un regard sur les mécanismes en fait, du racisme systémique, en disant que les discriminations qui sont liées à l'origine, elles vont reposer sur des préjugés et des stéréotypes qui vont circuler dans toute la société. Et ces idées qui sont reçues depuis longtemps, qui sont profondément ancrées dans nos façons de penser, dans nos structures sociales, vont enfermer certaines personnes dans une image négative, ce qui va alimenter les inégalités. Donc, on est bien sur quelque chose qui est dans toute la société et qui est ancré depuis très longtemps. Ils insistent aussi sur le fait que certains discours politiques et médiatiques vont renforcer ces préjugés, en laissant entendre que les victimes de discrimination sont responsables en fait de ces préjugés-là et des discriminations qu'elles subissent. Ça va contribuer à créer de nouvelles catégories de population perçues comme problématiques, soit parce qu'on les juge inadaptées aux règles de la société, soit parce qu'on leur attribue des comportements considérés comme dangereux, comme le repli sur soi, l'agressivité ou un manque de volonté d'intégration. Et les discriminations, elles sont légitimées par des représentations et des stéréotypes. Et elles vont résulter aussi du fonctionnement inégal de notre système social. Donc l'approche systémique, elle permet donc de comprendre en fait le racisme non plus comme de simples actes individuels, mais comme le reflet d'inégalités structurelles et collectives qui s'ancrent durablement dans toutes les sphères de la vie sociale. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que ces pratiques discriminatoires, elles sont souvent intériorisées, peu identifiées et rarement dénoncées par les victimes. Alors en médecine, qu'est-ce qu'on va avoir en gros? Alors je vous propose de faire 2 petits focus de manière générale qui ne vont pas concerner spécifiquement l'orthophonie, mais pour montrer ça. Donc il y a le syndrome méditerranéen, hein, qui n'est pas un syndrome, qui n'existe pas, qui dit qu'en fait les personnes originaires d'Afrique, subsaharienne ou d'Afrique du Nord, sont des personnes qui vont avoir tendance à exagérer, leurs, douleurs et leurs symptômes pour se faire remarquer. On voit dans le syndrome méditerranéen une sorte de glissement en fait, puisque au départ, il s'appelle méditerranéen puisqu'en fait il concernait les personnes venant d'Italie, d'Espagne et du Portugal qui étaient venues travailler dans notre pays dans les années 70. Et par glissement, en fait, il s'est aujourd'hui étendu et il ne concerne aujourd'hui quasiment que les personnes originaires d'Afrique. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qui est très documenté quand même en France, dont on parle souvent, enfin souvent quand on s'intéresse à cette problématique. Et notamment, il y a un podcast, vraiment alors un podcast qui est de manière générale hyper intéressant, qui s'appelle Le Serment d'Augusta. Et il y a un épisode spécifique sur la race et le racisme. Et je voulais vous faire écouter un témoignage qui est issu de ce podcast pour montrer aussi que le racisme, il existe auprès des patients, mais aussi auprès des professionnels de santé eux-mêmes. Donc, comme c'est encore un audio, je vais sortir encore de ma présentation. Et puis, le témoignage. Hop. Je vais vous faire juste écouter, de toute façon, on s'en fiche de la vidéo. On n'entend pas Fanny. Ah, pardon. Je pense que j'ai encore oublié l'audio. Bah oui, parce qu'en fait, je n'ai pas partagé. Bah oui, il faut quand même que je partage, je suis idiote. Alors, on va y arriver. Tac, forcément. Je peux te dire que c'était pas la peine, mais si. Et je l'ai fermé. On recommence. Hop. Je m'appelle Miguel Chema, je suis en 4e année de médecine et je suis le créateur du compte Santé Politique. Dernièrement, j'étais en stage, ma chef m'appelle pour faire un plâtre à un patient qui s'avère être noir et obèse. On commence à faire le plâtre, elle tape sur son propre ventre à elle et elle dit
Mais monsieur, pour ça, il va falloir faire quelque chose. Et elle poursuit en disant, après, je sais que vous, les Africains, vous mangez bien pimenté. C'est-à-dire que moi aussi, je suis noir, et donc on se regarde très furtivement avec ce patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les Africains? Qu'est-ce que ça veut dire les Africains mangent pimenté? Quel est le rapport entre manger pimenté et le fait de prendre du poids? Et aussi, qu'est-ce qu'elle voit en fait? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un homme noir obèse et elle se dit c'est le piment. Pourquoi c'est la catégorie raciale qui lui est venue en fait? Les catégories raciales sont pas des catégories évidentes déjà là, naturelles. C'est jamais anodin d'utiliser les catégories raciales et c'est être extrêmement naïf que de dire vu que c'est pas foncièrement méchant, il n'y a rien de racial qui est en jeu alors qu'en fait précisément c'est racial en fait. Alors, on retourne sur ça, et du coup, alors, ce qu'on a aussi, une étude qui, alors il y a beaucoup d'études aux USA, hein, qui ont montré qu'il y avait une différence de traitement, donc aux États-Unis entre les personnes africaines américaines et les personnes blanches. Et on a eu, une étude en France, hein, qui est parue donc, en 2023 pardon, où en fait, en gros, on a demandé, leur avis à des professionnels des urgences sur la priorité de prise en charge d'un cas. Il y avait un seul cas fictif qui était testé avec un changement aléatoire de la photo du patient. Et en gros, les différences, par rapport au qu'on voyait sur la photo, c'est soit c'était un homme ou une femme, soit c'était l'ethnicité, la race, donc est-ce que c'est une personne blanche, une personne noire, une personne, de l'Afrique du Nord ou une personne de l'Asie. Et les 2 résultats les plus significatifs qui ont émergé de l'étude, montraient que, le patient homme, était souvent considéré comme un cas plus urgent que le patient femme, 62 contre 49. Et c'était la même chose aussi, là, ce que vous voyez sur, l'écran, entre une personne blanche et une personne noire, où en fait les personnes blanches, étaient, en gros, soit 58 des personnes blanches étaient jugées comme urgentes, alors que c'était seulement 47 des personnes noires, alors qu'à la base, c'est le même cas, la seule chose qui change, c'est la photo. Alors maintenant, on peut se poser la question, et du coup, en orthophonie, est-ce qu'on a aussi des études qui montrent, que dans nos patients, il va y avoir un traitement, inégalitaire en fonction, de, l'origine du patient? Alors j'ai cherché, donc ça c'est mes captures d'écran pour avoir cherché. En gros, en fait, on ne trouve pas ce genre d'études, sur l'orthophonie, donc en anglais, hein, sur le speech therapy, sur le racisme, en orthophonie. Ce qu'on va trouver, c'est plus, des articles en fait, qui vont porter notamment sur, le traitement par les étudiants, de certains concepts antiracistes dont on va reparler après. Mais il n'y a pas d'études comme ça qui, indiquent, cette différence de traitement des patients. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que pour l'instant, personne s'est intéressé à ça, que ce soit en France, bien sûr, encore moins en France et ni dans les pays un peu plus, avancés sur ces questions comme les États-Unis, par exemple. Alors, ce qui est important aussi, c'est de parler des répercussions du racisme de manière générale. Et pour ça, je voulais quand même qu'on passe un tout petit peu de temps sur le colorblind. On entend tout le temps parler de racisme décomplexé, hein, celui où le rejet des personnes racisées est massif et manifeste. Et puis parfois, souvent, en fait, quand on parle de ça, on minimise en fait le racisme systémique. Et quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle du colorblind. Et ça participe à invisibiliser le racisme systémique. Donc il y a, beaucoup de personnes blanches, par exemple, qui disent de ne pas voir la couleur de la peau des autres et elles sont dans cette démarche universaliste présente en France, en voulant prouver, en fait, qu'elles ne sont pas racistes et qu'elles ne jugent pas selon l'ethnie. Et d'ailleurs, en France, en fait, le mot race a été supprimé de la Constitution, en 2018, hem, pour justement enfin, en pensant que si on supprimait le mot race, hein, eh bien, on n'aurait plus alors affaire au racisme. Et c'est ce qu'on voyait dans la prétendue race tout à l'heure dans la, définition. Sauf que bien sûr, c'est pas parce qu'on supprime, quelque chose qui appelle enfin, un mot que clairement, les discriminations qui sont autour de ça vont disparaître.
Et donc en France, c'est particulièrement plus présent. C'est vraiment le modèle qui est mis en avant parce qu'il est vraiment considéré que, si on ne voit pas les couleurs, eh bien, c'est plus facile de s'intégrer. Et or, c'est minimiser en fait toutes les micro-agressions racistes, que, vont subir les personnes, non blanches, au quotidien. Alors les micro-agressions raciales, il faut, les comprendre aussi parce que c'est probablement celles, en fait, dont nos patients sont le plus victimes, hein. Ce sont tous les commentaires ou les actions qui expriment, de manière insidieuse ou sans intention de nuire, des préjugés envers un individu en raison de son appartenance à un groupe racisé. Et c'est le résultat de tous les préjugés, les stéréotypes inconscients dont on a déjà parlé quand on a parlé de du racisme systémique, qui sont souvent véhiculés par les personnes blanches. Et souvent, elles pensent faire éventuellement des compliments ou même, pas forcément des compliments, mais c'est on pense pas en fait que ça pourrait enfin, alors moi je vais faire mon mea culpa aujourd'hui et je pense que c'est important de se le dire. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous fais cette présentation que, je fais pas, des choses qui vont pas et en fait, vous voyez les 2 premiers mots en italique, citations que vous avez là, ce sont des choses que moi j'ai dites et il y a pas longtemps. Voilà et c'est important d'analyser en fait, ce genre de termes quand on les enfin, ce genre de d'énoncés quand on les propose en disant: «Bah, oui, mais non, ça va pas». Donc le premier ça tirait bien les métiers de sécurité, à un de mes patients, d'origine guinéenne, heu, basé sur le préjugé, sur le stéréotype que dans les métiers de la sécurité, il y a beaucoup de personnes, de noires. La deuxième aussi, j'ai voulu aussi minimiser, le ressenti d'une maman, qui me disait qu'une collègue avait pas forcément voulu reprendre le frère de son son autre enfant, parce qu'elle avait commencé à porter le foulard et elle m'a dit: «Peut-être que c'est parce que je suis voilée» et moi je connais cette collègue et j'ai minimisé en fait, le ressenti de cette maman en lui disant: «Oh non, cette collègue, c'est quand même elle est pas comme ça, c'est pas pour ça, c'est probablement pas pour ça qu'elle a fait ça». Voilà, donc on voit bien que c'est vraiment très ancré, même quand on connaît, on peut encore avoir ce genre de choses. Alors le dernier, ça je le fais pas, mais c'est effectivement tous ces choses quand on veut communiquer et qu'on dit: «Vous parlez bien, pour, une personne, voilà, originaire, de tel pays». Et dans les langues, alors on va pas avoir le temps d'écouter, Nabil Wakim, que j'aime beaucoup, qui explique, dans un podcast qui s'appelle «Révolution bilingue», heu, le fait que, les personnes d'origine, d'Afrique du Nord, de pays arabophones, ou d'Afrique du Nord ou même parce que lui il est pas originaire d'Afrique du Nord, il est originaire du Liban, donc aussi du Moyen-Orient, eh bien vont parfois, refuser ou enfin ne pas, transmettre les langues à leurs enfants, par, problème, enfin justement par peur en fait, du racisme envers les langues qu'on peut avoir, c'est-à-dire parler arabe dans la vie quotidienne aujourd'hui, eh bien c'est très mal vu. Donc ça, il faut aussi avoir conscience de ça, c'est ce qu'on appelle le ratio linguistique. Donc sur des recommandations, on va faire des recommandations plutôt générales en fait, hein, sur, l'ensemble de votre vie et puis on verra en orthophonie. Donc d'abord, la première chose, c'est qu'il faut s'éduquer, s'informer, reconnaître ce racisme dans notre société, qu'il est systémique, porter un regard critique sur le passé, sur tout notre passé, d'esclavagisme et de colonialisme et puis éduquer soi et s'éduquer soi contre le racisme au travers, donc de livres, de podcasts, de vidéos, de reportages. Se décentrer, déplacer notre regard de notre propre personne, blanche à l'échelle de la société en étant aussi donc conscient de toutes les dynamiques de pouvoir, notamment en tant qu'orthophoniste, en tant que professionnel de santé vis-à-vis de nos patients et vérifier, checker un peu tous les privilèges qu'on peut avoir. Un outil pour faire ça, celui-ci a été partagé par une association féministe, hein, je vous mettrai, le lien aussi, il y aura le lien dans le Wakelet, sur tous les privilèges et regarder dans quel type de privilèges on a. Il y a les privilèges liés bien sûr à la race, à l'ethnicité, à la couleur de peau et cetera. Mais il y a d'autres privilèges, qu'on pourrait aussi, débattre. Écouter, voilà, pratiquer, l'écoute active des personnes racisées, pour éviter les microagressions, pour éviter, ce genre de réflexion que j'ai pu vous montrer et se méfier de notre propre fragilité blanche, de se dire: «Oui, non, mais c'est pas de ma faute, je voulais pas être raciste quand j'ai dit ça». C'est nous ne sommes pas le sujet en fait, quand il se passe ce genre de choses. C'est pas le fait que ce soit nous qui soyons, touchés. L'important c'est, la personne qui elle vit, au quotidien en fait, toutes ces microagressions. En orthophonie, il va le mieux étant de proposer un matériel et des affichages avec des personnes racisées. Alors c'est très compliqué aujourd'hui, parce qu'il existe peu de matériel, inclusif avec, différentes populations. Il existe, peu d'affichages aussi avec des personnes racisées.
Essayez de traduire les affichages en d'autres langues. Quand vous savez que dans votre cabinet, il y a beaucoup d'autres langues, essayez d'avoir des affichages en d'autres langues aussi. Vous pouvez aussi accueillir les personnes avec un arbre des langues qu'on peut trouver sur le site de Doulala, qui est donc un arbre dans lequel on va remplir le mot bonjour dans plusieurs langues. Et ce qui est important, c'est de respecter le choix linguistique des parents, à savoir que c'est toujours eux qui doivent choisir quelle langue ils parlent à leur enfant, même si c'est pas ce qu'on aurait fait comme choix, même si nous, on pense que ce serait mieux qu'ils parlent leur langue à eux, eh bien, discuter avec eux et respecter leur choix. Vous pouvez aussi afficher le racistomètre spécial professionnel de santé. On peut s'en inspirer nous aussi pour voir si notre propre comportement est respectueux ou pas des personnes racisées et se dire, tiens, là, moi, il faut que je fasse un effort. Je sais pas, moi, par exemple, je pourrais faire un effort sur euh, bah, non, là, je ne sais pas trop par rapport à ce qui est écrit là, je ne l'ai pas recherché parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai déjà vraiment réfléchi. Mais se questionner avec ce racistomètre, voire l'afficher pour que aussi les personnes, vos patients, en fait, puissent identifier eux-mêmes aussi des comportements qui ne sont pas adéquats. Il faut ajuster sa propre posture, donc se questionner hein, sur nos stéréotypes culturels pour voir si nous-mêmes, on n'est pas en fait amenés à avoir des préjugés importants qui pourraient modifier notre façon d'aborder nos patients. Pour éviter d'avoir des stéréotypes, utiliser des questionnaires ouverts sur les valeurs et les croyances des parents. Il en existe un notamment sur le site de Aloha Diversité. Vous aurez le lien. Vous pouvez aussi, moi je le fais, ça fait très longtemps que je fais ça et ça c'est très important de bien demander comment on prononce le nom et le prénom correctement. On a cette chance, nous en orthophonie, de savoir écrire en alphabet phonétique, donc il suffit d'écrire à côté du nom l'alphabet, enfin comment on le prononce pour pas se tromper. Et puis, alors c'est peut-être là-dessus moi qu'il faut que je progresse, proposer dès le début aussi de faire remonter si les personnes en fait se rendent compte qu'il y a un problème ou une maladresse autour des enjeux de racisme pour qu'ils puissent être à l'aise pour en parler avec nous. Et donc, moi, je vous recommande, là, c'est alors, attendez, on va revenir là. Ici, vous avez donc le QR code avec le Wakelet. Je donnerai le lien aussi à Charlotte pour qu'elle puisse le mettre sur son site, où vous aurez donc plus de recommandations. Celle que je vais vous proposer maintenant, c'est celle que j'ai utilisée vraiment spécifiquement, en fait, pour cette présentation. Donc, il y a l'épisode 10, je vous ai dit, du sermon d'Augusta, le site Aloha Diversité où vous trouvez eh bien, le questionnaire avec des questions ouvertes aux parents, le livre d'Estelle Depris, Mécanique du privilège blanc, écrit pour des personnes blanches par une personne racisée, le podcast Révolution bilingue avec au moins 2 épisodes, l'épisode 26 avec Nabil Wakim et il y a aussi un épisode sur la ratio linguistique. Vous avez le site aussi des orthophonistes canadiennes, le GAAROA, le groupe d'action antiraciste en orthophonie et audiologie, dont certains membres ont écrit en fait un article dans le numéro de rééducation orthophonique sur le partenariat parental. L'article donc s'intitule L'approche anti-oppressive pour pallier les troubles dans le partenariat parent-professionnel, une réflexion sur le rôle des professionnels en intervention. Et pour conclure, je pense que ce qui est important, comme le disait Angela Davis, c'est que dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non raciste, nous devons être anti-racistes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez quelques questions, voilà, c'est maintenant. Waouh, merci. Merci beaucoup Fanny pour cette excellente présentation. C'est vraiment extrêmement intéressant et je pense que c'est très important dans nos pratiques. Donc en effet, on va passer aux questions. S'il y en a, Alors n'hésitez oui, pas soit dans le chat ou oui. bonjour. Vas-y, Laurence. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurence, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis étudiante Si, en 5e année d'orthophonie. si, on vous entend. Merci. Et en fait, j'ai trouvé votre présentation très intéressante et en fait, nous, on s'est intéressé à ce sujet-là dans notre mémoire. D'accord, super. Donc, je ne sais pas si les unes ou les autres, vous l'avez vu passer. En fait, on a pas mal diffusé un questionnaire. On a été taxé justement de vouloir montrer que les orthophonistes sont racistes. Et en fait, nous, on a essayé de voir préjugés on avait en fonction justement de l'adhésion des orthophonistes à un type d'idéologie, donc colorblind ou multiculturalisme.
Et en fait, on avait pris ce biais-là et il se trouve malheureusement on a eu des problèmes méthodologiques parce que, au vu de nos résultats, ben, on n'a pas réussi à valider nos hypothèses et j'aurais, au moins une question, c'est, si vous voulez, moi j'ai trouvé votre intervention passionnante et on sait, nous aussi, on a bien vu, des remarques qu'on avait pu faire même en stage, où on se dit: «Ah là, j'aurais pas dû». Bref, donc on sait qu'on doit travailler là-dessus, mais ce qu'on aurait peut-être aimé, grâce à ce mémoire, c'est de faire passer certaines orthophonistes qui se disent: «Bah non, moi je suis pas raciste», de les faire se poser la question quand même un peu plus concrètement. Est-ce que vous auriez une idée, même de sujet de mémoire? Nous, pour nous, c'est fini, mais Mmh. comment faire avancer la chose et comment on aurait peut-être pu, approcher cette question? Bah, je pense que c'est compliqué parce que, je pense qu'en plus en orthophonie, dès qu'on est dans les questionnaires et nous, on a quand même une bonne capacité de compréhension de l'implicite, je pense qu'en fait, très vite, on voit où les gens veulent nous emmener aussi. C'est ça. Mmh. Donc, on peut aussi, être, j'ai un trou sur comment ça s'appelle sur les questionnaires quand on veut en fait mince, ce biais social qui fait qu'on va répondre exactement comme on pense La que les personnes veulent qu'on réponde. désirabilité sociale? Voilà, désirabilité sociale et je pense que ça dans toutes ces questions-là, en fait, ça va se faire. Moi, je me disais que, par exemple, faire un mémoire avec, la même chose qu'ils ont fait dans les urgences, c'est-à-dire mettre des photos, de patients avec un cas fictif et des photos avec, différentes origines du patient pour voir, en fait, s'il allait y avoir des difficultés, par exemple, dans le diagnostic ou dans la préconisation, d'une rééducation. Ça pourrait être intéressant, parce que là, vous voyez les différences. Après, voilà, c'est tout de suite, très compliqué. Alors je sais que là, Frédérique, Miller d'Achille, elle est partie parce elle a un patient. Mais elle avait fait aussi, elle avait relu, elle avait partagé, un truc sur les dossiers de néonatologie aussi. En gros, ils avaient analysé les dossiers, et on voyait à l'intérieur des dossiers, en fait, des, des micro, enfin, qui ne sont pas des microagressions, mais des discriminations, avec des termes, qui étaient différents en fonction de l'origine, des patients. Et je pense qu'il y a aussi peut-être à faire, quelquefois des analyses de compte rendu. Enfin, moi, j'ai déjà vu des comptes rendus où j'étais, assez choquée, en fait, de ce qui était écrit sur, à partir du moment où c'était une personne, par exemple, francophone, mais originaire d'Afrique, dire que la maman comprenait pas le français, alors qu'en fait, si, très, très bien. Ou, ne pas, écrire, moi ça me choque pas mal aussi, de ne pas écrire la langue, du pays, quand on vient du pays d'Afrique et que, hem, on dit pas enfin moi j'ai déjà vu écrit dans certains comptes rendus, «Cette famille parle congolais». Enfin voilà, c'est ça pour moi. Donc il y a peut-être dans les analyses de compte rendu et puis peut-être, s'inspirer des protocoles tels que celui qui a été proposé, dans le sud de la France. Après peut-être que d'autres ont des idées, Ikram, tu voulais prendre la parole? Oui, moi j'ai une idée. Je pense que si on pouvait analyser les temps d'attente sur la liste d'attente des personnes qui ont des prénoms, ou même, je me Des dis noms? même au niveau de l'explication qu'on met peut-être parfois dans la liste d'attente, on va avoir tendance à plus facilement prendre quelqu'un qui explique super bien le cas de son enfance, dit ah la personne elle est investie, en plus elle parle bien français, et en plus elle a un joli un nom, un prénom et un nom qui vont bien. Je pense qu'il passe plus vite cela. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a discuté avec, Fred, d'Achille Orto. Elle nous avait pas parlé de ce point-là que vous avez soulevé et on avait pensé effectivement, faire des espèces de cas cliniques, mais on n'a pas pu parce qu'on savait pas vraiment, comment amener la chose et comme vous disiez, on a des capacités d'implicite importantes. On se disait: «Bon, elles vont voir tout de suite», mais comme avec notre questionnaire, hein, d'ailleurs, c'est parti. Mais voilà, on voulait vraiment analyser ce domaine-là, mais on n'a pas réussi en tout cas. Bon, pas cette fois. Je pense qu'en fait, si moi j'y avais réfléchi, je me disais qu'il faudrait que ce soit pas seulement la photo, mais en fait, pouvoir, donner des indications d'origine quand même aussi. C'est-à-dire parce que ça, c'est ce qu'on voit quand même très fréquemment sur les groupes Facebook notamment, voilà, dire, cette personne, enfin les gens, ils ont telle langue et cetera et je pense que si on rajoute ça, en fait, les orthophonistes plongeront plus facilement en se disant qu'elles ne sont pas racistes parce qu'elles vont faire un truc autour de la langue. Et je pense qu'en fait, il faut arriver à piéger sur, voilà, comme ça. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Et puis là, on n'a pas parlé, hein, enfin rapidement avec le témoignage, mais aussi enfin du racisme, entre professionnels de santé aussi, face aux personnes,
non blanches, en fait, professionnels de santé qui peuvent en vivre soit de leurs collègues, soit des patients eux-mêmes. Vous savez, le truc assez classique, moi j'ai une collègue qui vient du Cap-Vert et en fait, parfois quand elle va chercher des patients dans la salle d'attente, il y en a qui lui disent: «Ah, vous êtes la secrétaire». Voilà, donc il y a aussi tous ces aspects-là qui existent aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou peut-être témoignages? Ben, juste, alors ça c'est une question pratique aussi. Est-ce que vous accepteriez qu'on cite l'intervention à laquelle on vient d'assister avec vous au moment de notre discussion, justement pour ouvrir un petit peu et dire que voilà, on n'est pas, enfin, c'est pas une liste, ça concerne vraiment tout le monde et Bien sûr, il n'y a pas de problème, pas de souci. Je vous ai dit, c'est sous, ouais, voilà, tout à fait libre. Je disais même que si ça vous intéresse et que vous voulez réutiliser oui, le diapo, tout ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Même si, voilà, s'il y a des diapos qui vous ont intéressé, aucun souci, vous pouvez l'utiliser dans votre présentation. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. bon, bah, super. Merci beaucoup et on va essayer un petit peu parce que enfin beaucoup de personnes à qui on en a parlé, alors on a eu beaucoup de critiques de gens qui ne nous connaissaient pas. Et on a eu quand même pas mal de gens qui nous ont dit que justement, ça les intéressait beaucoup comme sujet parce que eux aussi constatent que ce soit même qui fassent une espèce de racisme ordinaire ou qu'elles le constatent, voilà, elles se sont dit, on a envie de faire avancer le truc. Mm. Non, non, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, ouais, il y a beaucoup de choses à dire et à faire remonter. On espère que ça va bouger petit à petit. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bon, ben, ouais, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être Conclure. clore ici. Oui, Mm. merci encore infiniment, Fanny, d'avoir accepté et pour la qualité de cette présentation. Avec plaisir. Et puis, J'espère que vous avez appris des choses, surtout. Merci, Camille. et puis merci beaucoup aux personnes qui ont Présente, oui. assisté. Voilà, et puis qui regarderont peut-être en replay aussi après. Mm. Merci.